Un accord international qui fait scandale, un bras de fer bien appuyé et une meilleure santé grâce au fromage. C'est un programme détonnant qui vous attend. Faites du bruit. Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Salut tout le monde, vous êtes bien dans Bruit de comptoir, le podcast qui revient tous les mois en 10 minutes sur l'actualité de l'élevage. Un podcast initié par le comptoir des éleveurs que vous écoutez sur vos plateformes de streaming avec toujours vos 5 news au rendez-vous, l'incontournable, l'info éco, le vu sur les réseaux, l'actu feel good et l'insolite. Allez, on est parti, Bruit de comptoir 6e épisode, c'est tout de suite. Expliquez ce que c'est la vie d'agriculteur. Expliquez qu'on travaille 60 heures et qu'il y a 70% qui ne gagnent pas le SMIC. La fin 2024 n'est pas de tout repos pour l'agriculture française et même élargissons internationale. Novembre 2024 restera comme le mois de toutes les négociations et colères entourant le Mercosur. Cet accord de libre-échange prévoit des exportations et importations commerciales plus importantes entre l'Union européenne et les géants d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, et forcément, les agriculteurs français s'en préoccupent vivement. En effet, ils craignent une concurrence déloyale car les prix pratiqués sont loin d'être les mêmes. Chez nos voisins sud-américains, les normes sanitaires et environnementales ne sont pas du tout aussi strictes que celles de l'UE. Les deux régions ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu des deux côtés. Et comme les productions sont moins coûteuses de l'autre côté de l'Atlantique, il serait tentant de les exporter pour pratiquer des prix plus bas sur le marché européen. Même si le Mercosur anticipe des quotas d'importation, comme ce chiffre de 99 000 tonnes pour la filière bovine, pour ne reprendre que cet exemple-là, il menace le secteur agricole français, puisqu'il s'ajouterait aux importations déjà existantes et concernerait des morceaux nobles du bœuf. L'importation de fromage déséquilibrerait un marché déjà en place. Pour la filière volaille déjà en tension, il s'agirait d'un coup de grâce porté à l'économie locale. Alors oui, le Mercosur pourrait être perçu comme une aubaine pour les producteurs français qui pourraient eux aussi exporter leurs produits à l'autre bout du monde. Les appellations protégées seraient reconnues par le Mercosur et des consommables comme les vins ou le fromage pourraient se vendre à l'international. Mais y gagnerait-il vraiment ? Ce libre-échange semble profiter sur le papier davantage aux agriculteurs sud-américains, en particulier brésiliens, qui l'attendent de pied ferme pour mieux vendre leurs produits. D'autant que cet accord est en inadéquation avec la politique environnementale de l'Europe, comme on le disait. Certains produits brésiliens ou argentins bénéficient de pesticides interdits ou contrôlés en Europe. Avec le Mercosur, il pourrait y avoir un décalage énorme entre les ordres prononcés pour les agriculteurs français et européens et les pratiques sud-américaines. Et ça agace. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs multiplient les actions coup de poing partout en France. Un mur de parpaing monté devant l'INRAE à Paris, du fumier devant les DDT en région, des radars démontés, des villes renommées. Les manifestations ont pris de l'ampleur, cristallisant tous les points de rupture. Par cet accord, sur lequel l'État français hésite encore, les agriculteurs laissent éclater leur colère, se déclarant laissés pour compte. De son côté, le président brésilien Lula espère signer cet accord avant la fin de l'année 2024, un accord charnière pour son pays. Et ça, même si la France ou d'autres pays européens vont à l'encontre du Mercosur. L'info éco, elle concerne directement le porte-monnaie des agriculteurs français. Le 15 octobre dernier, Félix Bastit et Emmanuel Pougeot, qui travaillent pour la Direction Générale du Trésor, ont mené des travaux sur les disparités de revenus agricoles. Et à la lecture de leur article, il y a quelques chiffres intéressants, parfois encourageants, parfois inquiétants, qui notent la progression du secteur. Déjà, globalement, et c'est par cela que l'étude démarre, c'est que le niveau de vie des ménages agricoles est proche de la moyenne nationale. Bien sûr, il faut prendre en compte le volume de travail, qui lui pour le coup est largement supérieur à la moyenne nationale. 15 heures de plus par semaine que l'ensemble de la population, sans compter les nuits ou les week-ends, bref, ça fait la diff. En tout cas, ça progresse. Depuis 2010, le revenu agricole réel par unité de travail est en augmentation, même si la conjoncture pèse toujours assez fort sur les épaules des agris. Entre les marchés mondiaux, les situations sanitaires, les enjeux climatiques, les fluctuations sont nombreuses. Mais le constat le plus édifiant, c'est la disparité de revenus entre les agris eux-mêmes. D'une production à l'autre, d'une petite à une grande exploitation, d'une région à une autre, on pourrait presque croire qu'il ne s'agit pas du même secteur. Même si le niveau de vie médian des ménages agricoles s'approche de cette fameuse moyenne nationale, il faut regarder de plus près. Encore en 2020, 16% des ménages agricoles vivaient sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui a peu changé
changé en 5 ans. Ça va jusqu'à 20% pour les éleveurs, contre 12% pour les agriculteurs sur grande culture. Les rémunérations restent dans l'ensemble assez faibles, au contraire des investissements énormes qui sont demandés dans les appareils de production, permettant ainsi des gains de productivité. Après, comme toute bonne info qui se nuance, il faut rajouter que ces gains de productivité, bien qu'ils soient importants depuis 60 ans, ils sont aussi captés en grande partie par l'aval de la filière et le consommateur. Ok, le revenu agricole a connu un record en 2022, ok, il est en nette progression, mais il y a encore du chemin pour que tous les agriculteurs ne vivent pas de leur travail en pendant la langue. Travailler en étant essoufflé, c'est pas idéal. C'était quoi ta question ? Bonne question. Ça, c'est le générique de TF1, une chaîne qui a décidé de mettre en avant les éleveurs. Elle a lancé en octobre son nouveau programme court Question bête pour parler élevage. Car comme la chaîne le dit, l'élevage on en parle beaucoup, mais on le connaît si peu. L'idée du format, c'est d'aller voir plusieurs professionnels du secteur, allant des éleveurs bien entendu jusqu'aux vétérinaires, les professeurs, pour donner la parole à ceux qui font vivre le milieu. Et les sujets, tournant toujours autour du bien-être animal, du respect de l'environnement, de l'engagement professionnel, sont assez multiples et parfois drôles dans l'intitulé. Allez, je vous en cite quelques-uns pour la route. Les brebis dans le paysage, c'est juste pour faire joli. La bouse de vache, ça sert à rien. L'élevage, c'est pas pour les femmes. Il y a trop de vaches en France. Alors oui, pour certains d'entre vous, tout ce que je viens de dire, ce sont vraiment des questions bêtes. Mais pas si bêtes pour tout le monde, car ces sujets-là, quand on n'est pas du milieu, on n'a pas forcément la réponse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que TF1 brasse un public large, familial et intergénérationnel, et pas vraiment expert de l'élevage. Grâce à ces pastilles de 70 secondes, la chaîne offre une vitrine courte et percutante à un milieu qui a parfois du mal à communiquer sur ses métiers. Avec cette initiative de la Confédération nationale de l'élevage, en lien avec Interbev et Handicap, l'effort de communication est malin et considérable. En effet, Question bête se montre à la télé sur TF1 tous les dimanches à 19h50, une heure de grande écoute juste avant le JT, mais aussi en replay sur internet sur le site de TF1. En tout, 26 épisodes seront diffusés jusqu'au 13 avril 2025, avec toujours en mémoire cette envie de rapprocher le grand public des éleveurs à 2 pas de chez eux, mais pour ça, faut pas zapper. Regardez Question bête tous les dimanches à partir de 19h50 sur TF1 et sur TF1+. C'est un bras de fer qui a cristallisé les tensions sur les réseaux sociaux, en particulier sur X. L'association L214, connue pour sa défense des libertés animales, a entamé une bataille juridique contre la cellule Déméter. Ce dispositif a été mis en place en 2019 pour lutter contre les atteintes faites au monde agricole. Créée au sein de la gendarmerie nationale, cette cellule vise à identifier et poursuivre les agressions, intrusions et dégradations sur les exploitations. Sauf que cette cellule, elle ne plaît pas vraiment aux associations environnementales et animalistes, ainsi qu'à certains acteurs du monde de l'agriculture eux-mêmes. Il reproche en effet à Déméter de jouer le jeu de toutes les exploitations qui ne respectent pas les règles de bonnes conditions d'élevage, notamment en protégeant celles où les animaux peuvent engendrer du stress, du mal-être ou subir des violences. Et cette bataille contre Déméter, L214 l'a perdue. Le 7 novembre dernier, le Conseil d'État a considéré que la requête de l'association n'était pas suffisamment valable et l'a donc rejetée. L214 remettait en cause la légalité de la surveillance des actions dites de nature idéologique de la cellule de gendarmerie. Selon le Conseil d'État, Déméter permet de mieux connaître les modes d'action des organisations agissant légalement au nom de motivations écologistes, animalistes et antispécistes. Pour L214 et les associations requérantes comme Génération Future et Polinis, cette décision est dangereuse. Elles craignent que le contexte soit toujours plus répressif à l'égard des associations et lanceurs d'alerte. Elles reprochent aussi à la cellule d'entretenir des relations étroites avec les principaux syndicats agricoles majoritaires et donc qu'il puisse y avoir conflit d'intérêts. Le sujet est brûlant, touchy et il pourrait y avoir des suites. Alors de quelle manière ? L214 a sorti fin novembre une nouvelle enquête effectuée dans une exploitation laitière accusée de violence sur vaches. Le bras de fer, comme on vous le disait, ne semble pas fini. Le gras, c'est la vie. Et ça par contre, pour finir, c'est le genre d'info qui fait plaisir à pas mal de monde et surtout à moi, on va pas se mentir. Arrêtez tout, écoutez bien, le fromage est bon pour la santé. Je répète, le fromage est bon pour la santé. Alors ça, c'est pas moi qui ai fait cette déclaration pour me donner bonne conscience à chaque repas, mais bel et bien une compilation d'études on ne peut plus sérieuse. Un livre blanc que vous retrouvez sur fondationlecrus.org a été publié, réunissant les résultats de 2500 études scientifiques à ce propos. Elles ont analysé les bénéfices et les risques de la consommation de fromage sur la santé des humains, et même si les risques existent et sont souvent médiatisés, il existe bien des avantages à manger du fromage, notamment sur le long terme. Selon les recherches, la consommation de fromage permettrait de diversifier davantage le microbiote intestinal en accroissant notamment le nombre de bactéries lactiques. Et ça, c'est pas mal parce que ce microbiote est utile pour la santé de l'intestin, mais plus globalement pour la protection du système immunitaire, pour la prévention des allergies ou encore à la réduction des risques de maladies neurologiques ou cardiovasculaires.
Et oui, elle démontre ces études que la consommation régulière de 30 à 50 grammes par jour de fromage peut amener à une réduction de 5 à 15% de ces maladies. Alors bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais tout reste qu'une question de dosage. N'allez pas manger un Saint-Nectaire entier ce soir au dîner, c'est vraiment une mauvaise idée. Le fromage n'est donc plus considéré comme un facteur de risque, mais plutôt comme un bénéfice pour votre corps. Autant dire que pour la filière laitière, comme pour les gourmands comme moi, on est bien content d'entendre ce genre de nouvelles. Et oui, bruit de comptoir, c'est déjà fini, mais si vous n'en avez pas eu assez, eh bien cet épisode ainsi que les précédents sont à réécouter sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube aussi, toujours le comptoir des éleveurs. Et puis il y a le site très complet entre infos, vidéos et actu, comptoirdeseleveurs.fr. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bruit de comptoir, le podcast qui élève la voix.